Bonsoir, donc la conférence va bientôt commencer, vous pouvez vous asseoir. J'attends le top départ. Bonsoir à tous, bienvenue à Arcopole pour cette nouvelle conférence holistique sur l'hypersensibilité et la sexualité. Tout d'abord, je vous présente l'espace Arcopole. Donc, l'espace Arcopole est un espace de coworking, donc ici, où on propose des salles de réunion, on propose des salles ici de conférences, des bureaux, et aussi on loue les espaces extérieurs. Voici les salles de réunion que vous ne voyez pas forcément. Donc il y a 3 salles de réunion de différentes superficies, 22 mètres carrés, 37 mètres carrés, qui sont utilisées soit pour de la formation, soit pour des entreprises, soit même pour du bien-être, pour certaines locations que nous avons. Arcopole, donc c'est un espace de coworking. Donc il y a 6 coworkers permanents. Donc on a l'agence Loom, qui est une agence de conception lumière. On a Kin Studio, qui est en bas, qui sont les studios d'enregistrement et dont Cyril fait partie de l'association aussi. Nous avons Lucie Le Néon, qui est dans l'association aussi, qui est d'ailleurs aux manettes ce soir, qui fait, on en parlera tout à l'heure. On a Delphine aussi, qui travaille ici dans ce bureau, qui est la présidente de l'association. Nous avons Elite Mindset et nous avons Enkira, qui est centre de formation dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, Arcopole aussi accueille des événements, donc des événements des talentueuses qui sont des concerts. Enkira, donc je vais vous en parler là tout à l'heure, et puis Holistic, donc Arcopole est partenaire de Holistic. Donc Enkira, qui est donc ici dans les locaux d'Arcopole, c'est un centre de formation et d'ateliers sur le bien-être. Donc ça va ouvrir officiellement dans peu de temps, mais il y a déjà eu des formations et des ateliers qui ont déjà eu lieu sous cette bannière. Et donc on vous propose plusieurs types de formations ou d'ateliers qui sont soit sur le bien-être, soit la spiritualité. Alors quelques exemples. Donc il y a du coaching, de la corporalité, cuisine santé, énéagramme, radiesthésie, numérologie. Donc il y a vraiment beaucoup de thématiques abordées et donc beaucoup de conférenciers ou de présentateurs pour cette partie-là. Je vous annonce la date de lancement officiel de ce centre de formation et d'atelier bien-être, donc qui aura lieu le 20 mai à partir de 16h30. Et j'insiste parce que en fait on l'ouvre suffisamment tôt pour pouvoir justement vous présenter les différents intervenants, les différents formateurs, et il y aura des ateliers gratuits. Donc il y aura des ateliers comme du coaching sane par Audrey, qui est membre de l'association. On aura un jeu de Tao par Philippe, méditation immersive par Cyril Pelletier, qui développe dans la salle ici Pragma une immersion grâce à une synthèse sonore en 3 dimensions. Nous avons aussi la naturopathie avec Delphine qui fera un atelier spécifique dans la salle du haut, si mes souvenirs sont bons. On aura de la respiration thérapeutique par Marianne. On aura du tarot de Marseille par moi-même et du yoga du visage par Lucie Le Néon. Donc voilà, différents ateliers que vous pourrez découvrir, et donc aussi ça sera l'occasion de découvrir les ateliers ou les formations qui sont proposées par Enkira. Donc notez bien la date, le 20 mai à partir de 16h30. Et pour terminer, il y aura aussi une animation bain sonore par Kin Immersive, faite par Grégory Delassise, donc qui va venir avec ses bols tibétains, ses bols en cristal, et donc ça va être un bon moment à passer, puis après on terminera par un cocktail dînatoire. Voilà pour le lancement d'Enkira. Les premières formations qui ont lieu, et là en l'occurrence ce sont des ateliers. Les ateliers bien-être ont déjà commencé la semaine dernière. Donc 4 ateliers bien-être vous sont proposés. Donc ce sont des samedis matins entre 9h et 12h30. Donc celui qui a eu lieu la semaine dernière, c'était donc se relier à soi. Ensuite il y aura les routines quotidiennes. Il y aura se relier à l'autre. Et il y aura aussi faire face à la manipulation. Voilà les premiers ateliers proposés par Enkira. Et je vais passer la parole à Delphine, la présidente de notre association, pour vous parler de l'association Holistic. Merci Sylvain. Bonsoir à tous et toutes. Donc voilà, l'histoire d'Holistic, c'est des passionnés de santé, d'approche holistique qui se rencontrent. On décide de monter cette association en 2019. Elle prend vie en 2020 et on décide que ce soit sous
une forme de cycle de conférences, voilà, et qui permettent plutôt, voilà, au grand public, tout public, de découvrir différentes approches pour prendre soin de soi, pour se développer, croître. Et nous étions aussi très attachés à la notion de communauté et d'écosystème, et c'est pour ça qu'on vous accueille avec plaisir ici au sein d'Arcopole régulièrement, pour être en lien, voilà, et ça fait encore plus sens en ce moment, voilà, de se mettre en lien et de se rencontrer. Donc c'est un plaisir de vous retrouver, certains qui ont leurs habitudes, voilà, ça fait vraiment plaisir. Alors, je vais vous présenter rapidement l'équipe. Vous en avez déjà vu une partie. Donc, vous avez Marianne qui propose une action une approche thérapeutique corporelle qui s'appelle Action Type, ainsi que une reliance à son être profond par des régressions. Sylvain, donc thérapeute au niveau de la spiritualité, harmonisation de l'habitat. Lucie qui propose du yoga du visage et l'Access Bar. Cyril au niveau des ateliers, au niveau du son. Moi-même au niveau de la naturopathie, une approche alimentaire autant que la thérapie fréquentielle avec des outils. Et Audrey qui propose du coaching sain et des cours de yoga. Voilà. Voilà, donc vous retrouverez, voilà, vous pouvez nous rejoindre en tant qu'adhérent, c'est 15 € à l'année de septembre à septembre, et ça vous donne la possibilité de revoir et d'avoir accès aux liens vidéo à toutes les conférences, voilà, ainsi que l'accès à la soirée des adhérents le 23 juin autour d'ateliers, d'un apéritif dînatoire, voilà, pour toujours se retrouver et mieux se connaître. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur hypersensibilité et sexualité. Le 28 avril, nous accueillerons Communication bienveillante, et le 19 mai pour la fin de ce premier cycle, nous accueillerons la zoothérapie. Voilà. Ce soir, je vous remercie d'accueillir... pardon, non, nous ne sommes pas... Voilà, pardon. Nous accueillons Florence Birler, voilà, qui vient de Belgique, spécialement pour nous, qui est psychothérapeute et sexologue clinicienne et qui œuvre depuis 26 ans pour accompagner les gens vers plus de bonheur, être plus heureux, vers eux, voilà, vers l'épanouissement. Et je lui laisse la parole. Merci. Merci Delphine, merci. Alors, vous êtes prêts pour une petite soirée sur la sexualité ? Alors, on va découper la conférence en 3 temps. Je vais quand même d'abord faire un petit rappel sur les traits des hypersensibles et déjà faire un petit lien là avec la sexualité. Ensuite, nous verrons toute cause physiologique étant écartée, ce qui peut intervenir dans un trouble sexuel, donc ce qui peut être à l'origine d'un trouble sexuel et ce qui entretient, dans la mesure où l'origine peut très bien avoir disparu, mais des mécanismes ont été mis en place entre-temps, seul ou dans le couple, et qui font que le problème perdure. Et puis on verra ensuite les pistes de solution. C'est quand même un peu le but. Alors dans les traits hypersensibles, je vais me mettre là. Donc être hypersensible, c'est avant tout avoir une sensibilité particulière à son environnement. C'est-à-dire qu'on va capter presque tous les stimuli autour de nous, donc il y a une sorte de surcharge de stimuli. Et déjà à ce niveau-là, on peut faire un petit parallèle avec la sexualité, c'est-à-dire que comme on est sensible à notre environnement, différents facteurs peuvent déjà parasiter ou pas, ou enrichir. Par exemple, suivant qu'on est dans un endroit accueillant et agréable, qu'il fait chaud ou qu'il fait froid, qu'il y a du bruit, les enfants autour, etc. Donc la sensibilité à l'environnement, elle est déjà là, en positif comme en négatif. Les sens sont plus exacerbés. Alors, en général, c'est surtout l'ouïe, c'est-à-dire une sensibilité à certains sons, certains bruits. La lumière aussi, une sensibilité particulière à la lumière. Maintenant, dans la sexualité, qu'est-ce qui va intervenir aussi ? C'est au niveau tactile. Donc, certaines personnes sont très, très sensibles au niveau tactile et, notamment, ne vont pas supporter certains types d'effleurements ou certains types de caresses. Donc là, c'est important de se connaître déjà et de pouvoir communiquer à l'autre ça. Maintenant, le fait que les sens soient plus exacerbés, ça peut être une richesse aussi.
C'est-à-dire que les personnes hypersensibles peuvent érotiser certaines choses que d'autres ne feraient peut-être pas. Par exemple, érotiser une voix, érotiser une texture de peau. Donc chaque fois, il faut bien avoir en tête que si on peut être parasité par son hypersensibilité, ça peut être aussi une richesse. On peut avoir une gamme très variée de sensations. Alors, c'est évidemment souvent être sensible aux autres, à l'humeur des autres, faire preuve d'empathie, de compassion, ce qui peut aussi à certains moments impacter la sexualité, parce que si je suis trop centrée sur le plaisir de l'autre et de veiller à ce que l'autre soit bien, je risque moi de me déconnecter à un moment donné de mes sensations ou de l'excitation et avoir du mal à la limite à atteindre le plaisir. La sexualité, c'est bien sûr un partage avec l'autre, mais il est important aussi d'être connecté à soi-même. Bon, là, on est sensible à tout ce qui est beau en général, hein, l'art, la musique. On est plus réceptif, bon, ça n'a rien à voir avec la sexualité, on est plus réceptif aussi à certaines substances ou à certains médicaments. Et d'ailleurs, parfois, les hypersensibles sont un peu regardés de travers par certains médecins quand ils disent « Mais oui, mais moi, j'ai eu des tas d'effets avec ce médicament. » Et le médecin dit « Mais je vous ai donné une toute petite dose. » Mais généralement, le corps est plus sensible aux substances ou même aux plantes ou à l'homéopathie. Alors, le corps est plus vite touché. Qu'est-ce que je veux dire par là? On pourrait imaginer l'hypersensible comme quelqu'un qui a un peu plus de capteurs que les autres. Alors, je ne suis pas douée en dessin. Hein. C'est comme s'il y avait plus de capteurs que la moyenne des gens. D'où aussi parfois la surcharge. Hein. On sent tous les stimuli autour. Mais ça veut dire que quelque part, le corps il va encaisser pas mal de choses aussi. Donc tous les stress, c'est quand même une pression aussi pour le corps. Les émotions sont plus en montagne russe. Pensez bien que si on a des capteurs comme ça, s'il se passe un événement très joyeux, je vais le vivre intensément. Si dans l'heure qui suit, je suis blessée par une remarque, je vais aussi le vivre intensément. Ce qui donne parfois l'impression de troubles de l'humeur pour certaines personnes. De l'extérieur, ils vont dire, enfin, elle est complètement cyclotimique, voire même bipolaire. Mais il y a une logique. Toutes les émotions sont vécues intensément. Donc, suivant ce qui se passe dans la journée, je peux varier d'humeur, mais ce n'est pas parce que je suis instable. Donc, les débordements peuvent être plus fréquents. Les conflits et l'agressivité peuvent heurter de plein fouet. Donc, c'est clair que si on est dans un couple teinté de beaucoup de disputes, ça va avoir un impact sur la sexualité. On aura plus de mal à décrocher de ces disputes. On dit bien qu'on se réconcilie sur l'oreiller, mais ce n'est pas si simple que ça quand on est hypersensible. Réflexion plus dans la profondeur, la complexité. Créativité et intuition, même si on a mis un couvercle dessus. Généralement, les hypersensibles sont assez doués pour créer une bonne ambiance. Et parfois, on peut trouver plus de troubles de l'attachement, un attachement dit insécure. Ça, si vous voulez, après, dans le débat, on peut y revenir, mais je ne vais pas m'étendre ici sur ce sujet-là. Alors, il y a hypersensible en tant que tempérament. Maintenant, il y a une haute sensibilité. Donc, hypersensible au niveau du tempérament et émotionnel. Et une haute sensibilité, là, on est plus par rapport au bruit, comme je disais tout à l'heure. Pour certains, ça peut être aussi aux ondes électromagnétiques. Donc là, c'est par rapport aux sensations qui viennent de l'extérieur. Donc, on peut avoir à la fois une haute sensibilité et hypersensible de tempérament. Hypersensible, même s'il y a des montagnes russes émotionnelles, on peut avoir un hypersensible introverti comme on peut avoir un hypersensible extraverti. Alors là, dans la haute sensibilité, soit on va avoir des personnes qui vont rechercher les émotions fortes et les sensations fortes. Ça peut être dans les sports extrêmes, mais dans la sexualité, on peut aussi retrouver ça. Donc c'est des personnes, par exemple, qui vont pousser les limites très loin dans la sexualité, qui vont rechercher les sensations fortes, parfois même dans le sadomasochisme, ou bien dans des situations où on frôle avec l'interdit.
parce qu'il y a une recherche de sensations fortes. Maintenant, d'autres vont avoir peur plutôt des sensations fortes et vont s'enfermer. Maintenant, toutes ces caractéristiques de hypersensibilité, parfois on peut avoir mis un couvercle dessus. Suite à des blessures, je peux m'être anesthésiée ou donner l'impression de m'être barricadée par rapport à mes émotions. Mais en souterrain, c'est toujours là. Alors, maintenant, on va voir un peu ce qui peut être à l'origine. Mon petit bonhomme, finalement, il m'embête, là. J'y reviendrai pour ne pas gaspiller de pages, je reviendrai sur cette page-là après. Donc, je dis souvent, la sexualité peut être très naturelle, très spontanée, tant que le mental ne s'en mêle pas trop. Dès qu'il s'en mêle, ça peut être très riche, ça peut être vraiment d'une grande richesse, d'une grande diversité, mais ça peut être aussi très compliqué. Je vais faire un petit détour avant de parler de ce qui peut être à l'origine des troubles sexuels par le désir. Alors, je peux sembler mettre une étiquette, c'est à nuancer, ce sont des tendances. Si on prend au niveau du désir, marqueur, se veut rebelle. Il y a des tendances, je dis bien des tendances qui sont plus masculines et des tendances qui sont plus féminines. Maintenant, c'est des tendances générales. Maintenant, par exemple, dans un couple homo, on pourrait bien avoir une personne qui a plus les tendances yang, masculines, et l'autre plus féminine. Mais même dans les couples hétéros, on peut avoir un homme qui va plus rentrer dans les tendances féminines, et on peut avoir des femmes qui auront plus les tendances masculines. Donc c'est à nuancer, mais c'est des tendances générales. D'une manière générale, chez l'homme, le désir est déjà plus constant pour des raisons hormonales. Bien sûr, le taux de testostérone peut varier d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre chez l'homme, mais il y a quand même une constante plus grande. Chez la femme, c'est déjà beaucoup plus irrégulier pour des raisons hormonales. Je dis souvent, l'homme c'est une commode avec des tiroirs. Ce que je veux dire par là, c'est que, en général, les hommes arrivent un peu mieux à se couper du reste. S'ils sont dans la sexualité, ils ont un peu plus facile à être dans la sexualité et pas au boulot ou pas avec les enfants dans leur tête. Donc, c'est plutôt un atout dans la sexualité. La femme, je dis souvent, c'est une commode avec tout dedans. Il y a les enfants, il y a le boulot, il y a tout ce que je dois faire dans la journée. Si en plus on est hypersensible, qu'on a beaucoup de stimuli extérieurs, beaucoup de stress, le désir peut être plus facilement au fond de la commode. Dans un premier temps, souvent, le manque chez l'homme va d'abord créer une frustration. Chez la femme, je dis souvent l'appétit vient en mangeant. Mais ça veut dire aussi que pour certaines, moins elles vont le faire, moins elles auront envie. C'est-à-dire ça va s'estomper, ça va se perdre. Sans que cela pose problème, sauf si ça pose problème dans le couple. Souvent, l'homme, même s'il est stressé, peut quand même rechercher la sexualité comme moyen de détente. Souvent, la femme a besoin d'abord d'être détendue pour s'ouvrir à la sexualité. Les hommes ont un peu plus facilement accès à un désir qu'on va dire spontané, notamment parce qu'ils sont plus visuels. Donc forcément, étant plus visuels, ils ont plus facilement accès à des pensées sexuelles et donc à leurs désirs. Les femmes, je dis souvent, c'est parfois plus un désir réactionnel. Ce n'est pas nécessairement en regardant le ou la partenaire d'ailleurs, qu'elles auront un désir. Ça va plutôt être une ambiance, un contexte, on a passé un moment complice, on était bien ensemble, il y a une bonne atmosphère, et hop, le désir naît. Ce qui fait aussi que parfois les hommes disent « elle ne fait jamais le premier pas
parce que lui, il pense quand même avec son mode de fonctionnement à lui. Donc, mais c'est pas effectivement une femme, c'est pas nécessairement en regardant son ou sa partenaire qu'elle aura du désir comme ça, juste visuel. Mais c'est important de savoir, ça crée parfois des malentendus. D'ailleurs, dans la sexualité, souvent pour l'homme, je parle dans un couple qui s'aime, je ne parle pas du sexe pour le sexe, la sexualité est une preuve d'amour par excellence. Avec un grand P. Et donc, si la femme, par exemple, a moins de désir pour l'une ou l'autre raison, que ce soit hormonal, que ce soit la commode avec tout dedans, ou bien parce qu'elle n'a pas des pensées sexuelles automatiquement, il peut penser qu'elle ne l'aime plus. Or, ça n'a rien à voir. L'épreuve d'amour ici, c'est au quotidien. C'est tous les petits gestes du quotidien qui vont plutôt servir de preuve d'amour. Chez l'homme, la sexualité fait partie des preuves d'amour qui sont particulièrement importantes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le désir ? Allez, l'homme était peut-être un peu plus un chalumeau qui démarre vite. Et là, on a un peu plus le four après chauffage. Alors déjà là, vous allez me dire, mais comment on fait pour se rencontrer ? Mais c'est justement par la compréhension. Parfois, si on sait que ce n'est pas nécessairement parce que la femme n'a pas de désir qu'elle n'aime plus l'autre, si on apprend à connaître nos modes de fonctionnement, à nuancer quand même selon chacun, mais une meilleure compréhension peut faire qu'alors on se retrouve plus facilement. Ça va jusque-là ? Alors là, je reviens à ma diapo. Donc j'ai bien dit, toute cause physiologique étant écartée, parce que s'il y a un problème de santé, il faut d'abord traiter le problème de santé. Il faut distinguer ce qui est à l'origine du problème et ce qui entretient. Je crois que je vais user tous vos marqueurs. Alors, dans les origines psychologiques, on va retrouver effectivement tout ce qui peut être dépression, burn-out, gros stress. Là, on est plus au niveau du désir que ça peut intervenir. Tout ce que je vais vous dire ici, c'est quel que soit le problème sexuel. Ça peut être une dysfonction érectile, ça peut être une éjaculation prématurée, ça peut être une anorgasmie, donc difficulté à avoir des orgasmes, ça peut être de la dyspareunie, c'est-à-dire des douleurs à la pénétration, ça peut être du vaginisme ou des problèmes de libido. Maintenant, au niveau du désir, tout ce qui est dépression, burn-out, une des premières choses qui peut être touchée, c'est le désir. Forcément, on a envie de rien, on n'a pas envie de sexualité non plus. Sauf que parfois, on peut retrouver un peu plus chez les hommes, s'ils sont fort stressés et pas bien, ils peuvent trouver le réconfort dans la sexualité. Et là, le désir peut être parfois maintenu. Mais ce n'est pas gagné. Alors, ça peut apparaître à des périodes de ma vie où je suis particulièrement en conflit entre ce que je désire et la réalité. Et là, je parle d'une manière générale, c'est-à-dire pas au niveau sexuel. J'aimerais que ma vie soit comme ça, comme ça, comme ça. La réalité est tout autre. Alors, on a tous des conflits entre désir et réalité, d'accord ? Mais si c'est sur des sujets importants pour moi et sur une durée, par exemple, importante, ça peut être la porte ouverte à un problème sexuel, quel qu'il soit, homme ou femme. Maintenant, on pourrait avoir aussi un conflit entre deux parties sur la sexualité. Par exemple, donc là c'est général, par exemple, conflit entre désir et interdit. Donc j'aimerais vivre ma sexualité de manière plus libre, mais une autre partie de moi me l'interdit. Alors ça peut être au nom de l'éducation, ça peut être au nom de la religion ou de mes propres interdits. Ça peut être de la culpabilité. J'ai même envie de dire pour une faute réelle ou imaginaire. On a alors la personne qui se sent coupable de quelque chose
et qui inconsciemment s'interdit d'être heureuse sur le plan sexuel. C'est pas conscientisé d'emblée, hein, je tiens à préciser. La colère refoulée, et j'insiste sur la notion de refouler, c'est-à-dire que la personne en veut à son ou sa partenaire pour une raison XY, mais elle essaye de passer au-dessus en disant « oui, mais il y a quand même plein de bons côtés, on vit quand même plein de bons moments ». Donc j'essaye de mettre cette colère dans un tiroir, mais elle va rejaillir dans la sexualité comme inconsciemment un cadeau que je ne fais pas à l'autre. C'est comme si je punissais l'autre à travers ça. Alors c'est pas conscientisé toujours comme tel non plus, mais parfois certaines personnes se connectent bien que c'est quand même parce que je lui en veux. Okay. Il y a l'aspect symbolique, je vais appeler symbolique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est une mise en image par mon corps de quelque chose de plus large. Exemple, imaginons un homme qui est à la tête d'une grosse entreprise, il fait faillite, il se sent impuissant face à la situation et au même moment va développer des problèmes érectiles, alors que sur le plan médical, on ne trouvera rien. Dans le cas du désir ou bien même de l'anorgasmie, donc personne qui n'arrive pas à avoir du plaisir, cela pourrait être, par exemple, certaines femmes qui, d'une manière générale, ont du mal à se faire plaisir ou d'une manière générale ne sont pas en contact avec leur désir. Donc c'est comme si le corps mettait en image ce que je vis au quotidien. On peut ainsi parfois avoir aussi des hommes qui ont de l'éjaculation précoce et qui, d'une manière générale, font tout vite, sont speed dans tout, par exemple. Okay. Dans l'aspect symbolique, ça pourrait être aussi, imaginons un homme qui perd son érection uniquement quand il y a pénétration. Ça pourrait être aussi une symbolique, par exemple, de la peur de l'engagement. Sans jeu de mots. Hein. Par exemple, j'ai beaucoup de patientes qui souffrent de vaginisme, et il se fait que beaucoup d'entre elles étaient d'origine maghrébine. Et en fait, quand on fouille dans la famille, où il y avait plusieurs enfants, elles ont vécu le milieu familial comme étant très intrusif. Et le fait d'avoir du vaginisme, c'est comme si elles disaient « ça, c'est mon territoire, il n'y a personne qui va rentrer dedans ». Donc là, on est aussi dans quelque chose qui serait plus de l'ordre symbolique. Le bénéfice secondaire, dans notre jargon, qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginons, je vais donner l'exemple d'un homme qui rencontre quelqu'un qui souffre de douleur à la pénétration, par empathie, hypersensible, par empathie, il a tellement peur de lui faire mal que finalement, lui-même commence à réfléchir à plein de choses pendant la sexualité et pourrait développer des problèmes d'érection. Donc, par peur de faire mal à l'autre, finalement, moi aussi, j'arrive à avoir un problème. Si on va dans les trucs plus psychanalytiques, bon, d'abord, il y a le traumatisme aussi, viol, attouchement sexuel, enfin, violence. Et une fidélité, bon, mais là, c'est plus psychanalytique, par imitation ou contre-imitation par rapport aux images parentales. J'invente. Imaginons d'abord un homme, sa mère se confie à lui en disant « Ton père, il a eu plein d'aventures, c'est un salaud, il m'a fait beaucoup de mal. » On pourrait avoir un fiston alors qui, ne voulant pas ressembler au père parce que sa mère s'est confiée à lui, va développer des problèmes sexuels pour freiner sa sexualité. Comme il y a un problème, ça freine sa sexualité. Donc là, on serait dans la contre-imitation. Dans l'imitation, ça serait, bon, j'ai appris que mes parents n'ont jamais été heureux sexuellement, et je me l'interdis aussi, par exemple. Okay. Donc là, on est dans ce qui peut être à l'origine d'un problème sexuel. Maintenant, l'origine peut rester ou disparaître. Il y a tous les mécanismes que je vais mettre en place et qui vont entretenir le problème. Alors, quand on a un cerveau qui fonctionne beaucoup, il suffit que je me demande est-ce que ça va aller pour que tout de suite ça aille déjà moins bien. Donc le fait d'anticiper
entre guillemets, ce que souvent les personnes perçoivent comme un échec, ou anticiper est-ce que je vais avoir du plaisir, etc., on est déjà alors dans beaucoup moins de chances de l'avoir. Ce que j'appelle la position de spectateur, c'est-à-dire que la personne est plus en train d'observer si ça se passe bien. Tiens, est-ce que là, bon, si c'est un homme, est-ce que là, mon érection est bonne, par exemple? Est-ce qu'une femme, tiens, est-ce que le plaisir monte? Le fait d'être plus en termes de spectateur fait que je ne suis pas complètement connectée à mon excitation et à mes sensations, et donc je vais perdre en intensité. D'ailleurs, je dis souvent aux hommes, si je vais donner une définition de l'érection, mais sur le plan psychologique, c'est le fait de garder contact avec ce qui, pour moi, a valeur d'excitation sexuelle. Donc plus visuel, plus tactile, peu importe. Tout ce qui va couper ce contact, il y a risque de perte ou de ne pas avoir l'érection. Ce qui coupe le contact, ça peut être, d'abord, est-ce que ça va aller? Ça coupe déjà le contact. Ça pourrait être un bruit qu'on a entendu. Ça peut être parfois la pose d'un préservatif. Ou bien des questions, est-ce que l'autre est bien? Est-ce que l'autre se sent bien? Est-ce que je fais bien les choses? Là, c'est des risques d'être un peu en déconnexion. Alors, c'est valable pour la femme aussi, sauf que ça se voit moins de l'extérieur. Alors, hypersensible, empathique, je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être trop centré sur l'autre. Je veux tellement faire plaisir à l'autre que forcément, moi, je vais me couper d'une partie de mes sensations. Et donc, je peux avoir mon excitation diminuée ou avoir plus de mal à avoir du plaisir. Là, on est un peu pour n'importe quel trouble sexuel. Maintenant, pour d'autres troubles, comme par exemple l'éjaculation prématurée, la fréquence va jouer. Moins on fait l'amour, plus il y a un danger d'avoir une éjaculation rapide. Parce que l'excitation est plus forte, parce que la sensibilité est maximale. La réaction de l'autre. Si je ne vis pas bien ma sexualité ou que je ne me sens pas, entre guillemets, à la hauteur, ce n'est pas une question d'être à la hauteur, on le verra dans les pistes de solutions, mais si en plus l'autre me fait des remarques blessantes et cinglantes, ça va rajouter une pression. Ou même, si l'autre me dit, enfin, pourquoi tu n'as pas d'orgasme et qu'il me met la pression pour que j'aie un orgasme, même chose. À toute pression, il y a une contre-pression inverse qui va s'installer. Ce qu'on peut aussi appeler, j'ai marqué réaction musculaire, c'est pas très clair mais je vais expliquer. Par exemple, une femme qui veut avoir du plaisir, c'est important qu'elle crispe un peu son bassin, que le bassin soit tonique et qu'il y ait du mouvement. Il ne s'agit pas de gigoter dans tous les sens non plus, mais si je prends l'exemple d'un homme, s'il a peur d'éjaculer trop vite, souvent, il a tendance à se crisper comme pour retenir. Or, plus il est crispé, plus vite ça partira. Plus le bassin est relâché, mieux il pourra tenir. Donc là, on voit déjà donc, ce qui peut être à l'origine et puis les mécanismes qui entretiennent et accentués chez les hypersensibles ou même les hauts potentiels. Souvent, beaucoup de hauts potentiels sont hypersensibles aussi. Mais parce que justement, on accumule trop de choses, on est empathique, on veut être sûr que l'autre se sent bien. Et tout ça va venir parasiter notre sexualité. Maintenant, j'insiste, comme je le disais tout à l'heure, ça peut aussi l'enrichir. Si je suis bien à l'écoute de mes sensations, je peux découvrir plein de sensations différentes. Et ça peut être une richesse aussi. Ok. Essayez de ne pas me prendre un plat. Hop. C'est ce qu'on vient de dire. Alors, les clés pour faire de son hypersensibilité un atout, parce que c'est quand même le but de la conférence. Reprendre la page du petit bonhomme pour ne pas gaspiller. Alors, une phrase très, très importante. Tout ce sur quoi je porte mon attention grandit. Je répète,
tout ce sur quoi je porte mon attention grandit. Donc si je porte mon attention sur les difficultés, elles vont prendre toute la place. Si je porte mon attention sur les sensations physiques agréables, je vais en découvrir plus et elles vont augmenter. Je dis souvent, imaginons que je dois acheter une voiture pour le moment et que je suis intéressée par les Toyota. Je vais en voir plein dans la rue. Si je ne vais pas acheter de voiture, que je ne suis pas intéressée par les Toyota, les mêmes Toyota qui sont dans la rue, je ne les verrai pas. Donc l'idée, c'est, si à un moment donné, vous êtes parasité par quelque chose, vous pouvez voir vers où votre esprit vagabonde et puis ramener doucement votre attention sur les sensations physiques agréables. Je dis bien doucement, ça ne doit pas être une bataille. Si vous vous dites « Merde, je pense encore à autre chose, je n'arrive pas à me concentrer », que vous commencez à vous infliger plein de noms d'oiseaux, ça ne va pas aider. Donc, ok, j'ai des pensées qui vagabondent, je les ramène doucement sur les sensations physiques agréables et je me laisse absorber par ce que je ressens. Quand je constate des sensations agréables, voilà, il s'agit de se donner aussi tout le temps possible de les explorer. Parce qu'effectivement, quand on est trop empathique, on se dit aussi parfois, oui, mais ça ne vient pas tout de suite, l'autre va s'ennuyer, et alors nous, on commence à gamberger sur ce que l'autre va ressentir, et on ne se donne pas le temps suffisant. Si on sent du plaisir et de l'excitation pendant quelques instants, et qu'après on perd ces sensations, c'est tout à fait normal et naturel, surtout quand on est en train de réapprendre à apprécier et à remarquer pleinement de telles sensations sexuelles. Sans doute que vous êtes tous déjà rendus compte que d'essayer de vous venir trop en aide avec votre esprit conscient et de vous inquiéter de comment vous fonctionnez ne fait qu'interférer avec votre plaisir. Donc c'est vraiment à chaque fois, ok, je ramène mon attention sur les sensations physiques agréables. Et vous allez pouvoir en découvrir d'autres. Plus vous allez être à l'écoute, sans jugement et sans critique, plus vous allez pouvoir découvrir des sensations. Pouvoir identifier ses propres facteurs d'excitation. Quand je pose la question aux hommes, je dis les facteurs bandants et les facteurs débandants. Mais voilà, ça peut être un type de caresse, ça peut être pour certains des mots prononcés, ça peut être des zones, parce que souvent on va directement aux zones érogènes, mais plein de zones de notre corps peuvent être érogènes. Ça nécessite une curiosité d'exploration. Et à ce moment-là, les hommes comme les femmes peuvent découvrir plein de nouvelles choses au travers de leur corps. Alors, oser communiquer sur ce qu'on aime ou pas. Parfois, quand on a beaucoup d'empathie, on sent les choses. On peut deviner certaines choses. Alors, c'est pas parce que soit on sent beaucoup de choses que c'est pareil pour l'autre. L'autre n'est pas devin. C'est important aussi de le guider et d'aider dans le mode d'emploi. En plus, si on est empathique, on peut sentir des choses, mais parfois, l'interprétation n'est pas tout à fait juste. Donc, c'est aussi important de vérifier nos croyances. Si on a une croyance sur l'autre, je suis sûre que ça ne lui plaît pas, mais c'est de vérifier sa croyance. Et vraiment d'oser dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ça implique quand même de bien connaître son corps. Et aujourd'hui encore, beaucoup de femmes ne connaissent pas si bien que ça leur corps. Ça peut l'explorer, ça c'est se caresser, c'est vraiment apprendre à découvrir des choses. C'est plus facile de communiquer avec l'autre si je sais déjà moi-même ce qui me fait du bien. Alors, à bas les complexes. Vous seriez étonné, bon là je donne un exemple masculin, mais combien de fois j'ai entendu en consultation un homme qui dit « Moi je préfère une femme ronde, mais qui n'a pas de complexe, qui vit bien son corps, qu'une toute mince qui me fait chier avec ses complexes. » Donc, plus que votre corps, c'est ce que vous allez dégager. Plus vous êtes à l'aise avec votre corps, mieux ça va se passer. Et ce n'est pas une question de poids, ce n'est pas une question de rondeur. Quand on est dans la sexualité, le but c'est de partager un bon moment ensemble. Alors il faut pouvoir aussi accepter
que l'évolution ne se fasse pas en ligne droite. Imaginons, vous apprenez à caresser votre corps pour découvrir de nouvelles sensations. C'est pas du premier coup que ça va être jackpot. C'est par la pratique, c'est par le fait de plusieurs fois prendre un temps pour soi, plusieurs fois se découvrir, que vous arriverez à des résultats. Je dis souvent, je vais essayer le nouveau marqueur noir qu'on m'a apporté. L'évolution, elle se passe rarement en ligne droite. C'est un bleu. On oublie. On pourrait représenter les choses comme ça. Imaginons une boule dans une vallée. Elle est stable, puisqu'elle est au sol, mais elle est au fond. Donc, on pourrait dire que cette boule, c'est quand j'ai une difficulté dans ma sexualité que j'ai depuis un bout de temps. Donc, c'est stable, mais c'est pas top. Ce que j'aimerais, c'est un bien-être sexuel stable. Maintenant, c'est pas dans la nature des choses d'être tout le temps au sommet de sa forme. Je veux dire, si on vise à chaque rapport sexuel le feu d'artifice, c'est une pression énorme. Il y a des fois où ça se passera mieux que d'autres. Parfois, ça sera le feu d'artifice, parfois pas. Quelque chose m'enroute cette boule, c'est-à-dire que je prends ma problématique en charge, soit parce que j'en ai vraiment marre, soit parce qu'il y a un événement de vie qui fait que j'ai envie de le prendre en charge. Par exemple, une nouvelle rencontre. Imaginons une première évolution. Je caricature sur les jours. Une semaine où ça se passe mieux. Ah, de fait, j'ai eu un peu plus de sensations cette fois-ci. Ou ah, de fait, j'ai eu plus de plaisir cette fois-ci. Ou mon érection était meilleure. Mais là où elle est, cette boule, elle n'est pas en équilibre. Il suffit d'un moment où je suis plus fatiguée, ou voire même je couvre une grippe, pour qu'il y ait une rechute. Que je vais même mettre en négatif, pourquoi ? Dans les faits, ça ne sera pas pire qu'avant. Mais le fait d'avoir connu un mieux et de retomber dans l'ancien, c'est comme si on le vivait encore plus mal. Oui, je pensais avoir avancé. Finalement, le problème est toujours là. Il y a une sensation de découragement comme ça. Pourtant, ma boule, en glissant, elle va prendre de la vitesse. Et quand elle remonte, elle va remonter plus haut. Donc si là, c'était une semaine un peu mieux, ça peut être aussi une semaine, entre guillemets, encore mieux, ou 2 semaines moyennes. OK ? Et il pourra encore y avoir un moment de rechute que je vivrai d'autant plus en râlant que j'avais évolué. Et puis à un moment donné, ça va se stabiliser. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas tout arrêter dans un moment de rechute en se disant « c'est foutu, j'y arriverai pas ». C'est normal que ça prenne du temps. C'est pas en tirant sur l'air qu'elle pousse plus vite. Il faut faire preuve de patience envers soi-même. Si je regarde constamment vers le sommet, ce qui reste à parcourir, je suis tellement découragée que je reste au sol et je fais rien. De toute façon, ça sera un pas à la fois. Et quand vous avancez, c'est important aussi de vous féliciter du chemin parcouru et de ne pas regarder constamment vers le sommet, ce qui reste. Parlant d'hypersensibilité, l'évolution, ça ne sera pas nécessairement au fil du temps moins ressentir les choses. J'entends parfois des patients qui me disent, donc quand j'irai mieux, je sentirai moins les choses. Non. L'évolution, c'est de retomber plus vite sur ses pattes. C'est-à-dire, là où une remarque ou un événement vous touchez pendant 8 jours, puis ça va peut-être vous toucher 3 jours, et puis 3 heures. Donc l'évolution, vous devez plutôt le voir là-dedans. Je retombe de plus en plus vite sur mes pattes quand quelque chose me touche. Maintenant, si je suis hypersensible, voilà. Sauf si effectivement on s'anesthésie, ou si on utilise des techniques pour s'anesthésier. Petit clin d'œil. Toujours par rapport à l'hypersensibilité, certaines personnes ont l'impression que ça s'accroît encore avec l'âge. Maintenant, inversement, on a parfois plus d'outils pour la gérer, cette hypersensibilité, et retomber plus vite sur ses pattes. Puis il y a une certaine sagesse qui peut venir aussi avec l'âge.
je le disais tout à l'heure, faire de son mieux selon l'énergie du jour. Si j'ai 30% d'énergie, je ne suis pas obligée de faire le grand 8. Hein. Si j'ai 70, voilà, je fais de mon mieux avec les 70%, mais je ne sais pas de faire 70 quand j'ai 30% d'énergie. Marche très bien ce marqueur bleu. Alors un autre point qu'on retrouve souvent chez les hypersensibles, c'est la culpabilité. Quand ça ne se passe pas bien, quand on a le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, entre guillemets, la culpabilité, elle n'a aucune valeur transformatrice. Ce n'est pas la culpabilité qui va vous faire avancer ou évoluer. Au contraire, souvent foutu pour foutu, on se flagelle encore davantage. Quand une personne veut faire attention à son alimentation, qu'elle fait un écart avec un bon chocolat, il y a celle qui ne va pas culpabiliser en disant « j'ai savouré mon chocolat », elle va pouvoir reprendre une alimentation plus saine après. Celle qui se culpabilise, foutu pour foutu, elle va bouffer 2 chocolats. Donc la culpabilité n'a vraiment aucune valeur transformatrice. Imaginons le fait. Le fait que ça n'a pas été comme je voulais dans mon rapport sexuel. Donc si c'est un homme, j'estime avoir été trop vite, ou mon érection n'était pas top. La femme, oui, mais peut-être qu'il va se dire que ça a pris trop de temps pour que j'aie du plaisir. Donc, le fait, c'est que ça n'a pas été comme je voulais dans le rapport sexuel. À la limite que ça me touche, c'est incontestable. Je suis hypersensible en plus, hein, on peut se dire ça. Donc, ça me touche. Ce n'est pas à discuter. L'émotion, elle a le droit d'être. Maintenant, plusieurs voies vont s'offrir à ce moment-là. Ça me touche, imaginons que ça soit comme une petite blessure sur la peau. Quand un animal est blessé, il prend le temps de se mettre à l'abri, il lèche doucement ses blessures et profite du repos pour laisser ses mécanismes guérisseurs agir. Si je transpose ça ici, ça me touche, ça me blesse, j'accueille avec amour et bienveillance ce qui se passe en moi. Eh bien oui, j'ai le droit de ressentir ça. Je dis bien accueillir, pas accepter. C'est encore un cran dessus, accueillir. Si vous acceptez des invités chez vous, c'est pas encore la même chose que d'accueillir des invités chez vous. Donc il y a vraiment cette notion, c'est pas simplement j'accepte et je tolère, j'accueille. Si en plus, je sais communiquer, en parler avec l'autre, et qu'il y a aussi cette bienveillance et cette écoute, on commence à cicatriser. Ça, c'est le parcours idéal. Souvent, le parcours, il y a le fait, ça me touche, je culpabilise. Alors, je peux me culpabiliser même 2 fois. Pour le fait que ça n'a pas été comme je voulais, mais je peux aussi culpabiliser du fait que ça me touche. C'est-à-dire que ça m'emmerde que ça me touche. Okay ? En culpabilisant par rapport à la blessure, je gratte dessus. Si en plus, je me raconte un tas d'histoires, rarement ma faveur, je suis vraiment qu'une incompétente, je ne suis pas foutue d'eux, je ne suis pas capable d'eux. Donc on se colle toute une série d'étiquettes dévalorisantes. Je regrette sur la blessure. Et on a 3 blessures pour le prix d'une. Et souvent, quand on est très empathique, très sensible, très sujet à la culpabilité, c'est un parcours qu'on fait souvent. Alors, je ne peux pas nécessairement empêcher ça tout de suite. Il ne suffit pas que je vous raconte ça pour que ça disparaisse. Mais c'est au moins avoir la caméra là-dessus. La caméra, le fait, c'est quoi ? Le fait, ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Que ça me touche, c'est humain, c'est normal. Et même si je ne peux pas empêcher de culpabiliser
ou de mettre des étiquettes, au moins avoir conscience que ça, c'est moi qui rajoute des couches. Non pas pour se martyriser, hein, mais se dire, ok, ça, c'est pas nécessairement la réalité. Par exemple, quelqu'un qui a la croyance la sexualité, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, on va simplement prendre la croyance, de toute façon, moi, je ne suis pas capable d'avoir du plaisir, par exemple. C'est important de se dire, c'est une croyance. D'abord, je dis souvent aux gens, et ça, je reprends un peu les 4 questions de Cathy Byron. En quoi j'ai la preuve absolue qu'il en sera toujours ainsi? Donc, questionnez vos croyances. Vous n'aurez jamais de preuve absolue qu'il en sera toujours ainsi. Quand vous avez cette croyance, comment vous vous comportez? Comment vous vous sentez? Souvent, si j'ai la croyance que j'aurai jamais du plaisir, je capitule, j'écoute plus mes sensations, et donc forcément, je n'aurai pas de plaisir. Sans cette croyance, comment je me sentirai, comment je me comporterai? Je peux terminer aussi par, est-ce qu'il y a une bonne raison de garder cette croyance? Et peut-être que oui, peut-être qu'elle me protège d'autre chose. Et on peut aussi éventuellement trouver des contre-exemples. Tiens, quels sont les moments où quand même j'ai eu plus de plaisir? Est-ce que ce n'est pas toujours ou jamais? Donc quand on a des croyances, c'est vraiment les questionner. Donc en quoi j'ai la preuve absolue que c'est vrai? En quoi j'ai la preuve absolue qu'il en sera toujours ainsi? Quand je pense ça, comment je me comporte? Comment je me sens? Sans cette croyance, comment je me comporterai? Comment je me sentirai? Et on peut trouver des contre-exemples. Ou aussi, est-ce qu'il y a une bonne raison de garder cette croyance? Et peut-être que oui. Mais alors avoir conscience que ça me protège d'autre chose. Oui, quand je disais se centrer sur le but du but et pas sur la performance, je donne souvent l'exemple de la voiture. Un seul arbre sur la route. Le but du but. Le but du but, c'est de retrouver la notion de plaisir, d'amusement et de plaisir. On passe un bon moment ensemble. On va passer un moment de plaisir et d'amusement. C'est pas on doit faire des performances. Je suis en voiture, il y a une plaque de verglas, je sens que ça va déraper. Je sens que ça va pas aller. Okay? Le premier réflexe est quand même de regarder cet arbre que je ne veux pas prendre. Maintenant, si je reste le regard fixé sur cet arbre, tout mon corps va emmener le véhicule dans cet arbre. Le seul moyen d'en sortir, c'est de regarder là où je veux aller. Et ce là où je veux aller doit être plus sexy, sans jeu de mots, que de simplement ne pas prendre l'arbre. Donc c'est toujours viser un objectif plus large, de bien-être. On va passer un moment complice ensemble. Ce n'est pas un moment de performance, on n'est pas là pour faire des exploits, mais vraiment c'est retrouver la notion d'amusement, de plaisir et de complicité. De garder ça en ligne de mire en tout cas. Partir de qui on est et pas de ce qu'on voudrait être. Donc toujours partir de soi. Plutôt que de vouloir compenser tous nos points faibles, entre guillemets, c'est de vous appuyer d'abord sur vos points forts. Quand on est hypersensible, ça marche dans les deux sens. Il y a autant les bons côtés que les moins bons. Plutôt que de vouloir combler tous les plus faibles, j'aime pas le mot, mais c'est de vous appuyer sur les points forts. Prendre suffisamment de moments à soi pour se recharger, se poser, s'apaiser. Utilisez toutes les feuilles. Est-ce que je dirais que c'est plus typiquement féminin? Je ne sais pas, mais si je reprends l'idée de la commode avec tout dedans, la femme,
j'ai dit, souvent elle a besoin d'être d'abord détendue pour s'ouvrir à la sexualité, mais ça implique de prendre du temps pour soi aussi et de ne pas s'oublier. Imaginons une répartition du temps sur une semaine. Ça, c'est la zone problème avec l'autre. On peut avoir une dispute ou un conflit avec l'autre. Il y a des semaines où cette zone est toute petite, voire même inexistante, et il y a des semaines où elle est plus importante. Imaginons que ça, c'est la zone problème avec moi. Je n'ai pas de problème avec mon ou ma partenaire, mais je suis mal dans ma peau, ou je suis angoissée, ou tracassée par le boulot. Si on prend ici la zone sans problème, il y a ce que je vais appeler le temps diffus. Il y a quand même des choses qu'il faut faire. Ça peut être faire les courses, ça peut être faire le ménage, ça peut être faire la lessive. Donc c'est pas du temps nécessairement transcendantal, mais il faut bien le caser quelque part. Le temps d'intimité et le temps perso. Temps d'intimité, c'est un moment chouette que je prends avec l'autre. D'une manière plus globale, dans la vie, ça peut être avec ses amis aussi. Hein. Mais si je reviens au couple, c'est un moment, pas simplement, on rentre le soir, on est l'un à côté de l'autre. Donc, je parle vraiment d'un moment où on se retrouve. Temps perso, c'est un moment où je prends rendez-vous uniquement avec moi-même, pas avec l'autre. Combien de fois j'entends les gens dire « j'ai pas le temps pour ça », parce qu'il faut que je m'occupe des problèmes et de tout ce qu'il y a à faire. Le problème, c'est que ce sont ces deux zones-là qui vont me donner l'essence, c'est-à-dire le carburant, soit pour mieux gérer les difficultés, mieux les accepter si je ne peux pas les changer, ou trouver des solutions si je peux les changer. Mais c'est ça qui va remplir mon réservoir. Je veux dire, supprimer ces deux zones-là, tôt ou tard, c'est tomber en panne. Et la régularité vaut mieux que la quantité. Que ce soit au niveau du couple, hein, il vaut mieux prendre régulièrement des petits moments à deux que de dire une fois par an, on se prend 3 jours d'affilée. D'abord, on aura tellement tiré sur la corde pendant 1 an que les 3 jours vont être un peu foireux, où on va se mettre tellement de pression. On n'a plus de rapports sexuels depuis longtemps, on va avoir 3 jours. Il faut absolument qu'il y ait des rapports sexuels et que ça se passe bien, que généralement c'est foireux aussi. Donc la régularité vaut mieux que la quantité pour maintenir un équilibre quelque part. Prendre soin de son sommeil ou bien toute technique pour pacifier l'esprit. Et là c'est à chacun de trouver. Hein. Ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, tout ce qui vient apaiser l'esprit pourra aider dans votre sexualité évidemment. Je suis là pour vos questions maintenant. Il y a des volontaires ou commentaires, hein, s'il n'y a pas de questions. Oui. Okay. Alors, ma question, donc, quand il y a un moment où, par exemple, ça fait vraiment très longtemps qu'il n'y a plus beaucoup de connexion dans le couple, Oui. et qu'il y a la personne avec le désir plutôt masculin qui, en fait, pour retrouver la connexion dans le couple, a besoin de la sexualité, et l'autre personne pour qui, hors de question d'avoir de la sexualité s'il n'y a pas de connexion avant. Tout à fait. Et ça fait vraiment tellement longtemps que les deux personnes sont complètement bloquées dans leur propre situation et que c'est vraiment compliqué de relancer la machine, entre guillemets. Je sais pas, vous avez peut-être déjà eu ce genre de situation. Souvent. Voilà, donc je sais pas, qu'est-ce que vous conseillez? Ça dépend l'état idéalement, c'est la communication. C'est communiquer. Ok, je comprends que toi, tu as besoin de ça pour te reconnecter. Moi, par contre, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a des besoins différents, c'est d'abord exprimer ce dont on a besoin. C'est une étape que souvent on loupe. Donc,
Là, une personne exprime son besoin et l'autre exprime ce dont elle a besoin aussi. Pour ça, il faut déjà identifier son besoin et le nommer. Parce que souvent, on passe directement aux solutions sans le nommer. Les besoins sont différents, ok. On s'installe, qu'est-ce qu'on peut suggérer? On lance des idées sur comment on peut résoudre le problème. Parmi ces idées, l'un peut dire ça c'est inacceptable pour moi, l'autre peut dire ça c'est inacceptable pour moi. Je vais donner un exemple plus concret. Imaginons que je travaille tout le temps chez moi et que donc le week-end, pour mon équilibre, j'ai besoin de sortir et de voir des gens. C'est-à-dire que c'est un besoin pour mon équilibre. Imaginons que j'ai un compagnon qui, lui, est tout le temps sur les routes. Tout le temps dans la vie sociale, pour son travail, il va tout le temps au resto. Pour son équilibre, le week-end, il a besoin de se poser. C'est-à-dire que c'est tous les deux, on a des besoins différents pour notre équilibre. C'est vraiment important de trouver un compromis. Et qu'est-ce que j'entends par compromis? C'est que chacun a son besoin en partie satisfait. Et je fais souvent une distinction entre compromis et concession. Dans le langage funéraire, en tout cas en Belgique, une concession, c'est une tombe. Donc quand on fait trop de concessions, on meurt quelque part. Il ne s'agit pas d'écraser son besoin pour l'autre, ou bien de me dire ce besoin-là, je l'écrase, et toi en échange, tu écrases ce besoin-là et ce besoin-là. Ce n'est pas un compromis. Quand on est deux, chacun doit avoir son besoin en partie satisfait. Alors, si je donne l'exemple là, ça peut être on sort un week-end sur deux, ou bien un week-end sur deux, je sors seul. Donc dans l'exemple où un est toujours à la maison et l'autre est toujours sur la route. Donc c'est de lancer des idées pour que chacun ait en partie son besoin satisfait. Et puis on teste. Et si ça ne va pas, on corrige la trajectoire. Mais il ne s'agit pas de dire, ok, moi je mords sur ma chic et tant pis si on n'a pas de connexion, je vais faire l'amour quand même. Maintenant voilà, ok, moi je veux bien entendre ton besoin, mais avant, voilà, moi aussi j'ai un besoin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors ça peut être, on prend un moment pour soi en dehors, pour essayer de se reconnecter, et après on fait l'amour. Maintenant, voilà, il faut lancer des idées, mais ça passe par la communication. Si le couple est en péril, souvent la communication n'est pas bonne. C'est là qu'une tierce personne éventuellement peut, un thérapeute conjugal, l'autre peut éventuellement aider. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, comme vous pouvez. C'est pas magique, quoi. Dans tous les cas, non, c'est ça sûr, c'est pas magique, ouais, ça passe vraiment par la communication. Et ceci dit, en tant que sexologue, souvent on dit que la sexualité est le reflet de la communication dans le couple. Je dis pas que c'est systématiquement vrai, mais dans certains cas, effectivement. Je sais pas, j'ai envie de dire un autre truc, mais sur la même chose, c'est peut-être plus un découragement ou je sais pas quoi, mais c'est que des fois, comme vous avez dit, la connexion, le besoin de connexion, il a été tellement frustré qu'il s'est tellement essoufflé qu'il y a même plus des fois l'envie. Je sais pas, moi je pourrais me dire, en fait, je me décourage d'avance d'aller en parler à l'autre parce qu'on va encore se disputer sur le sujet. Et puis voilà, j'ai même plus envie en fait de continuer d'être en connexion ou de réessayer encore la communication. Donc je sais bien que vous pouvez pas me répondre autre chose que ce que vous m'avez déjà dit. J'ai juste envie de me plaindre. En même temps, quel est le moteur qui maintient quand même le couple? C'est une question qu'on peut se poser. Quel moteur maintient encore le fait de rester ensemble, c'est ça? Ouais. Okay. Et de travailler sur ça, du coup de prendre conscience de quel moteur et de bosser là-dessus. Oui, c'est d'abord pourquoi on s'est mis en couple, qu'est-ce qui nous a attirés l'un chez l'autre, quel est le moteur, comment on peut redynamiser. Maintenant, si je dis souvent à mes patients de réfléchir à 5 ingrédients dont ils ont besoin
dans l'idéal, donc sans penser nécessairement au partenaire actuel, ou s'il n'y a pas de partenaire, 5 ingrédients dont ils ont besoin pour se sentir bien dans un couple. Et je dis souvent que ces 5 ingrédients, ils sont non négociables. Parce qu'effectivement, et particulièrement quand on est hypersensible, on se dit, mais peut-être que je suis trop exigeant ou exigeante. Alors bien sûr, il n'y a pas de relation parfaite, il n'y a pas de partenaire parfait. Maintenant, si les 5 ingrédients importants pour moi sont là, ça va me donner l'essence, l'énergie pour surmonter les autres difficultés. Maintenant, si les ingrédients sont déjà plus là, tout ce que je vais devoir mettre en œuvre dans mon couple va me coûter 2 fois de l'énergie. D'où le découragement. Si les ingrédients principaux sont là, même s'il y a des difficultés, allez, hop, on a l'énergie quand même pour les surmonter, pour en discuter, parce que l'essentiel est là. Maintenant, si je perds déjà ces ingrédients principaux, toute démarche va me demander une double énergie. D'où le fait parfois on capitule. Maintenant, c'est pas yaka. Hein. Je veux dire, même si je me rends compte que les ingrédients sont plus là, que je suis plus heureuse en couple, c'est pas pour autant que c'est facile de rompre et de tout planter là. Ça, j'ai pas dit. C'est pas yaka. Mais voilà, c'est de fur et à mesure des prises de conscience qu'à un moment donné. Oui, parce que je pense que si 2 personnes vivent ce truc de frustration extrême, mais restent quand même encore ensemble, et j'en connais beaucoup aussi autour de moi, donc je me dis, il y a bien une raison quand même qui les fait rester ensemble, même si tout ça n'existe plus. Donc est-ce que c'est que il y a des ingrédients qui sont encore là, ou est-ce que c'est autre chose après, je sais pas. Oui, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être aussi l'aspect matériel, ça peut être les enfants, ça peut être... c'est quand même une zone que je connais de confort, parce que si je dois quitter l'autre, il y a plein de choses à mettre en place qui demandent aussi de l'énergie. Ça peut être un nouveau logement ou des choses comme ça. Donc, voilà. On ne reste pas nécessairement ensemble pour les bonnes raisons, mais on reste quand même ensemble. Alors, moi, j'ai une question. On l'imagine, si par exemple, quand on a parlé tout à l'heure des troubles d'érection, si par exemple, en effet, il débande au moment de la pénétration, si aussi il y a l'éjaculation précoce, si aussi il y a des fois des pannes, tout ça. C'est aussi quoi? Si aussi il y a des pannes. Oui. Et, mais que même que si on essaie de communiquer, c'est un mur. Qu'est-ce qu'on fait? S'il y a le full package... On a toutes les options. Évidemment, si l'autre ne se remet pas en question et ne prend pas les choses en main, vous ne pouvez pas, vous toute seule. Il faut être 2. Le couple, j'ai toujours, c'est un tango. Vous pouvez faire votre bout d'écharpe, mais si l'autre ne prend pas son bout d'écharpe, parce qu'il y a des solutions pour ça. En tant que sexologue, je dis, mais ça nécessite d'y mettre de l'énergie et du temps. Pour l'éjaculation prématurée, il y a des exercices qui peuvent aider. Pour l'érection, c'est déjà important de voir aussi au niveau médical, de faire un bilan, voir s'il n'y a rien. Pour moi, savoir d'où on part. Si c'est psychologique, alors la thérapie. Si c'est physique, il peut quand même y avoir des médicaments qui peuvent aider. Mais pour ça, il faut d'abord reconnaître le problème et accepter de mettre du temps et de l'énergie pour le résoudre. Mais ce bout-là, vous ne pouvez pas le faire toute seule. C'est mon ex. Ah bah voilà, c'est fini donc. Et j'ai tout essayé, mais du coup on est tombé sur des, comment ça s'appelle? C'était pas des sexologues, mais des messieurs qui avaient dit de prendre du Viagra. Ouais. Donc voilà, et en fait quand la personne ne veut pas se replonger dans les trucs, bah tu te sens impuissante et tu te dis bon bah je vais faire quoi? Puis après dès que ça se passait, oh bah oui, bah oui, tu fais rien, enfin. Et du coup, c'était hyper frustrant. Voilà, moi aussi, je voulais me plaindre. Non, mais parce que ce sont des problèmes où on a des clés, on a des outils. Mais pour ça, il faut le reconnaître et le prendre en charge. Parce que ceci dit, même si Viagra ou Cialis ou toutes les pilules, attention que là, le mental peut encore prendre le dessus. Hein. Je veux dire, on peut avoir une personne, si le mental prend le dessus et se dit ça va pas aller, même avec médicaments, ça peut être problématique. Merci. Plaisir.
je vais vous surprendre, je suis célibataire. Et alors, on peut avoir aussi une sexualité de soi à soi pour se découvrir et s'explorer. Mais en fait, moi, ma question, il y a un mot que j'ai pas entendu ce soir, c'est l'infidélité. C'est très drôle parce que je termine un bouquin sur le sujet. Avez-vous une explication, excusez-moi messieurs, mais alors pourquoi les hommes ont une tendance, au bout d'un certain temps, à avoir besoin d'aller voir ailleurs? Est-ce un problème avec le partenaire? Parce que je sais pas, il y a un quotidien qui s'installe et ils ont besoin de découvrir d'autres choses. Ou est-ce que c'est typiquement humain et il faut s'adapter? C'est multifactoriel. C'est multifactoriel et c'est pas nécessairement que masculin. Il peut être féminin aussi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut le faire. Soit effectivement, on a une insatisfaction à la maison, soit il y a une curiosité. Et là, je tiens quand même à noter que chez beaucoup d'HP, par exemple, et notamment hypersensibles, ou bien ceux qui recherchent des sensations, c'est pas nécessairement parce qu'ils n'aiment plus leur partenaire, mais il y a cette curiosité de découvrir de nouvelles sensations. Avec parfois la métaphore, on peut avoir bien à manger chez soi, de temps en temps un resto à l'extérieur, ça crée de la diversité. Donc ça peut être de la curiosité, ça peut être parce qu'on n'est pas bien chez soi, ça peut être parce qu'on doit se prouver quelque chose. Donc ça peut être à des périodes de vie où on manque de confiance en soi et je veux prouver ma séduction ailleurs. Non, dans certains cas, l'infidélité sauve le couple aussi. Dans le sens où, par exemple, il n'y a plus de sexualité à la maison, mais j'aime quand même mon ou ma partenaire. Je trouve ma satisfaction à l'extérieur, mais donc je reviens mieux à la maison aussi. Bon, le tout est de voir alors si elle est découverte ou pas découverte, l'infidélité. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles les femmes trompent leur mari aussi. Enfin, je veux dire... Non, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer. Mais ce n'est pas nécessairement parce qu'on n'aime plus la personne avec qui on est. Alors, j'entends. Pour mon cas, mon ex-mari, bien sûr, est allé voir ailleurs, mais il ne me trompait pas. Il avait juste besoin de se rassurer, de voir qu'il pouvait séduire, etc. Oui, donc là, vous avez déjà un élément de réponse. Voilà. Ouais. Sauf que c'est difficile à accepter pour l'autre. Et moi, en fait, c'est moi qui culpabilisais parce que je pensais avoir fait des choses pas bien ou pas avoir satisfait certains besoins de son côté. Et donc, aujourd'hui, la décision, c'est voilà, si je suis pas capable de rendre l'homme heureux, il vaut mieux être célibataire, quoi. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu un mur. Oui, alors que, dites-vous bien, on revient à ça, vraiment. Le fait est qu'il a été infidèle, ça vous touche. Voilà, c'est pas à discuter, c'est humain. Le problème, c'est que souvent, après, on commence à culpabiliser soi et on se raconte un tas d'histoires à ce sujet. Il faut savoir que souvent, les êtres humains font les choses avant tout pour eux et pas contre l'autre. S'il l'a fait, c'est avant tout pour lui. Ce n'est pas en lien avec vous nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il faut se déresponsabiliser. Parfois, c'est la dynamique qui peut mener à une infidélité, mais pas toujours. Et donc, c'est chaque fois se dire, mais en quoi j'ai la preuve absolue que c'est moi qui ne suis pas capable ou pas doué? On n'est aucune. Donc, se dire, oh, attention, ici, c'est juste des interprétations. Je ne suis pas sûre du tout de mon truc, donc je ne vais pas me comporter dans la vie à partir d'une croyance dont je ne suis pas sûre qu'elle est vraie. Mais probablement qu'il l'a fait parce qu'il a peut-être voulu tester sa séduction, c'est peut-être un moyen pour gagner confiance en soi, mais il l'a fait avant tout pour lui, pas contre vous. Le résultat, c'est que vous en souffrez, mais plus maintenant. L'heure de l'apéro? Oui, voilà. À prendre une autre forme de plaisir, alors. Je dois faire quelque chose? Mais bon, on peut en parler à l'apéro aussi, oui. Si il y a des pressés.
Oui, alors moi j'avais une question justement en lien un peu avec ça, où moi je suis très curieuse aussi sexuellement. J'aimerais beaucoup être libre de me dire je suis pas obligée de faire l'amour tout le temps avec la même personne, ou de lui mettre la pression de ouf parce que du coup elle doit combler tous mes besoins. Je suis en couple avec une femme. Oui. Et donc en même temps, on a déjà parlé de ce sujet-là aussi avec elle, et enfin on a peur que, par exemple, si moi je vais explorer ma sexualité et tout ça ailleurs, on a peur qu'en fait ça nous brise notre couple, quoi. Enfin, que je sais pas, qu'il y a des risques que je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre parce que je vis plus la sexualité qu'avec elle. Enfin, on a peur que ça nous éloigne juste sur ce facteur-là. Donc, je sais pas si vous avez des réflexions. La sécurité absolue n'existe pas. C'est-à-dire que à la fois ça peut vous enrichir et faire que vous vous retrouvez mieux à la maison et que le climat est plus détendu. Maintenant, c'est un jeu d'équilibriste, tout comme dans le polyamour, par exemple. Donc parfois, ça permet vraiment, je découvre des nouvelles choses, je suis mieux dans ma peau et ça apporte un plus. Maintenant, il y a toujours un risque que je puisse tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc le risque zéro n'existe pas. Là aussi, on pourrait discuter chacun, voilà ce qui est inacceptable pour moi et acceptable pour moi en termes de... Bon, les sentiments, ça se contrôle pas. Hein. Maintenant, on peut dire, je veux pas savoir les détails. Je veux bien que tu t'ouvres à l'extérieur, mais je veux pas connaître les détails. Ou bien, je veux pas que ça vienne empiéter sur notre vie de couple. Que ça reste dans des moments ponctuels. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être discutées. Mais le risque zéro n'existe pas. Mais ça peut enrichir aussi. Est-ce que vous avez des exemples de, peut-être, je sais pas, de couples qui sont venus vous consulter, qui avaient ce mode de fonctionnement? Est-ce que vous avez des témoignages en fait pour savoir si, je sais pas, globalement ça marche ou ça marche pas, ou il y a tout ou... Est-ce que vous avez des témoignages de succès par rapport à ça? Oui, tout à fait, oui. Ça fait 28 ans que j'exerce et je donne des conférences sur le polyamour notamment. Et c'est là que je dis, il y a des avantages et inconvénients et ça reste un jeu d'équilibriste. Parce que je pense notamment à un couple dernièrement, les choses n'avaient pas été assez précisées au départ. Donc, oui, on ouvre le couple. Et donc, elle dit, en fait, moi, ce que je me disais dans ma tête, c'est que si je rencontre quelqu'un avec qui j'ai une connexion, je m'autorise à avoir des relations sexuelles avec cette personne. Lui s'est dit, alors je vais aller sur un site internet et je vais rechercher des gens pour avoir des relations. Mais pour elle, c'était pas la même chose, ça. Parce qu'il avait une démarche proactive. Et donc, quand ils ont réalisé cela, ça a créé un malentendu. Il a fallu rectifier. Et donc, voilà, ça ne s'improvise pas comme ça. Si on ouvre le couple, c'est important de bien discuter des choses. Et quitte, après un mois ou 2 mois, dire, comment on a vécu, finalement? Est-ce qu'il y a des choses dont on doit rediscuter ou bien ça nous convient comme ça? Il y a vraiment autant d'exemples où ça a apporté une richesse qu'autant d'exemples où ça a entraîné la fin du couple. Pas de garantie. Voilà, ça va être l'apéro. Merci beaucoup. Bien, Bon, merci le beaucoup, bleu marche Laurence. encore. Les pas usés. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre participation. Merci beaucoup pour cette présence pétillante, Merci à vous tous. chaleureuse. Et puis oui, on vous retrouve à côté. Merci.